La vraie révolution, c'est pas d'être destructeur, c'est d'être constructif. Je suis surpris qu'on puisse penser qu'on soit déconnecté de cette nature ou supérieur à cette nature ou au-dessus de tout ça. Chanter sans public, c'est comme chanter devant un fantôme, tu vois. C'est la thématique d'Habiter d'ailleurs, mais pour moi, c'est très complexe. J'ai appris avec le temps. J'irai même plus loin. Je dis que c'est justement parce qu'on n'a qu'une vie que c'est magnifique de la donner à une seule personne. C'est l'intensité la plus totale, si tu veux. Le problème qu'on a eu dans l'industrie du disque, c'est que pour moi, on a inversé les choses. C'est-à-dire qu'on a fait des interprètes les stars absolues du truc. Alors qu'en fait, ce qui pour moi est vrai, pour moi, je trouve, artistiquement, c'est l'œuvre artistique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview avec Achille Tardy. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Backstage. On se retrouve dans un domaine un peu spécifique parce qu'on a face à nous Théophile Hardy qui n'est pas un coach de foot, qui n'est pas non plus un joueur, mais qui sort de ce domaine-là et qui rentre plutôt dans le domaine de la musique. Donc on va parler de ça avec lui. Je voulais d'abord le présenter un petit peu. Il rentre parfaitement dans l'émission Backstage puisque le but de l'émission, c'est de mettre en lumière les gens de l'ombre. Je pense qu'il fait partie des gens de l'ombre parce que c'est pas celui qui va faire des Stades de France ou des Bercy, enfin peut-être un jour, mais pas pour le moment. Et je voulais en parler parce que c'est celui qui permet peut-être, comme les petits artistes, de garder une liberté créatrice dans ce qu'est la musique. Un poète enivrant, une voix vibrante, un compositeur inspiré pour un album à l'atmosphère pesante dont on va parler. C'est pour la promotion de son nouvel album qui s'appelle donc Habiter, qui sortira le 18 octobre prochain sur les plateformes de streaming. Ça fait 18 ans qu'il existe depuis 2006, mais il sort enfin sur les plateformes. On aura le temps d'en rediscuter évidemment. Déjà, bonjour Théophile, comment vas-tu aujourd'hui ? Gilles. Très bien, tout va bien. Je suis content d'être avec toi et de prendre du temps pour parler d'artistes, d'artistique, de musique, des chansons. On va évidemment parler de ton album Habiter, en mettant en perspective ce que tu faisais il y a 18 ans avec la personne que tu es aujourd'hui, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de prendre un angle un peu différent que juste de parler de l'album. Donc, je voulais déjà savoir pourquoi est-ce que tu as décidé de sortir cet album maintenant, plus qu'il y a 18 ans sur les plateformes. Bonne question. Comment dire ? Alors, tu sais, nous, voilà, tu disais tout à l'heure petit artiste. Moi, je dirais plutôt artiste humble. Je trouve ça plus intéressant. J'ai pas dit petit, j'ai juste dit que tu fais pas les Stades de France. Ouais, si, t'as dit petit, mais c'est pas grave. C'est ouais. juste parce que pour moi, il n'y a pas de rapport de taille, en fait, ou de grosseur, en fait. Il y a une question de là où on joue, tu vois, et comment on joue. Et justement, dans ma catégorie, dans mon genre de beauté artistique, en fait, nos albums sortent tous les jours. Pourquoi ? Parce que comme il n'y a pas de mass média, tu vois, comme il n'y a pas de gros médias qui sont derrière, nous, notre travail, c'est de présenter nos chansons et nos albums au quotidien. Et les gens te découvrent, en fait, tous les jours dans des logiques de concert proximité. Donc, moi, je chante, en fait, ces chansons... Alors, spécifiquement celle-là, pas forcément, tu vois, en concert, mais en gros, je chante toutes mes chansons en concert, qu'elles soient d'actualité, pas d'actualité, d'albums sortis récemment ou pas récemment. Mais par contre, je dirais que pour la sortie streaming, c'était une opportunité, quoi, parce que voilà, autour de moi, on m'a dit pourquoi on peut pas écouter ce disque sur les plateformes, ouais. Et donc forcément uniquement en CD. Et comme beaucoup de gens n'ont plus de lecteur CD, ce qui est un peu dommage d'ailleurs, parce que moi je viendrais installer une chaîne à la maison, et je me suis dit, voilà, ça coûte pas grand chose en fait, on a un distributeur digital dans la compagnie, ça coûte pas grand chose de le sortir, et ça peut toujours être utile. Donc je l'ai fait dans cette perspective-là, récemment. Cet album est donc le deuxième que tu as sorti dans ta carrière, après Nuit Blanche, qui a été le premier en 2003. Sorti en 2006, il existe donc depuis 18 ans, sans encore se concentrer sur les titres en eux-mêmes. En quoi tu te reconnais encore dans cet album ? Qu'est-ce qui, pour toi, qu'est-ce qui représentait à la fois le Théophile Hardy d'avant et qui le représente encore aujourd'hui, tu dirais ?
Alors, je dirais, sur la forme, c'est un album acoustique. Donc, moi, j'ai depuis, justement, depuis Habité, j'étais justement habité par l'idée d'être le plus authentique possible. Donc, avec, tu sais, tu as eu tous les Unplugged. Donc, moi, je suis né en 74. Donc, en 90-12, il y avait la série des Unplugged de Nirvana, de Pearl Jam, de Soundgarden et tout. Et donc là, c'est tous des groupes qui arrivaient, qui avaient tout composé, leurs albums étaient en guitare électrique saturée, au taquet, très rock. Le grunge, comme on disait. Et poum, MTV Unplugged, que je vous invite à aller voir en fait sur YouTube. Et ben, tous ces groupes-là arrivaient avec des guitares acoustiques, des violons, des violoncelles, et il y avait une espèce d'authenticité qui faisait que, paf, on découvrait les chansons sous leur jour le plus nu. Et on prenait conscience, si tu veux, de la qualité des compos, de la qualité des mélodies, la qualité de l'écriture, la qualité vocale de la voix, et une espèce de sensation comme ça, de vérité, quoi, voilà, d'immédiateté, d'accessibilité que j'adorais. Et donc, à partir de là, moi, j'ai toujours joué en acoustique, avec des guitares acoustiques, tu sais, des caronnes, c'est une percussion en bois sur laquelle tu t'assois, sur laquelle tu tapes. Et voilà. Et donc, c'est arrivé dans cet esprit-là. Et depuis, j'ai toujours joué en acoustique. Donc, l'album est en acoustique. Et vraiment, c'est que des guitares, que du caron. Il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de guitare électrique. Et ça, vrai. Je trouve que je suis resté très fidèle à ça. Et puis, évidemment, il y a certainement des thématiques qui sont que j'explore toujours, je pense. On va pouvoir en parler. Ouais. Ça va être la suite. On va rentrer dans le vif du sujet en parlant d'abord de l'enregistrement de l'album, qui est assez particulier. Cet album, il a été enregistré d'une manière un petit peu spéciale. Ce n'est ni un album studio, ni un album live, ou un peu les deux à la fois. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment cet album a été enregistré ? L'idée, c'était de réunir le meilleur des deux. Je l'explique dans la pochette. Moi, je suis vraiment issu du live. J'adore le live, c'est mon truc. Le studio, c'est plus dur. Donc, j'ai toujours remarqué que quand j'écoutais une prestation live enregistrée par rapport à une prestation studio, je trouvais que c'était toujours mieux. En fait, la prestation live était toujours mieux que la prestation studio. J'ai aussi appris avec le temps que c'est parce que je manquais d'expérience en studio et j'ai appris à être meilleur en studio. Maintenant, je suis plus partagé. Mais à l'époque, vraiment, je trouvais mes lives bien meilleurs que le studio. Par contre, ce qui est vrai, c'est que en live, souvent, il n'y a pas d'arrangement, le son est un peu brut. C'est très dur d'avoir une qualité sonore qui fait que quand tu es chez toi, que tu mets ta chaîne ou que tu es dans ton casque, vraiment tu es complètement enveloppé par le son, c'est un peu brut, quoi. Et du coup, mon objectif, c'était d'arriver à faire un enregistrement studio, mais en public. Donc on a fait 2 jours, on a invité des gens dans un petit amphithéâtre qu'on avait complètement équipé en Logic Studio. Donc on avait nos casques, on avait des clics pour avoir les tempos et pouvoir retravailler derrière, donc ce qu'on appelle un clic en fait dans le casque, pour que la rythmique soit toujours la même, qu'on puisse éventuellement prendre des bouts de chaque titre en fonction des versions, comme on fait en studio, ou des parties d'instrumental, un bout de guitare qui était mieux sur une version qu'une autre. Donc on a fait peut-être en 2 jours une dizaine de versions de chaque titre. Ah, donc vous faisiez plusieurs versions le même jour. Exactement. En fait, on a réuni, c'était un petit amphi de 100 places. Et le premier jour, on a dû faire, donc il y a, je sais pas, 10 titres, 12 titres. On a dû faire 4 versions de chaque titre. Et le deuxième jour, pareil, 2, 3, 4 versions de chaque titre. Donc on avait 6 à 8 versions au bout des 2 jours de chaque titre. Et même parfois on s'arrêtait. C'est-à-dire que contrairement à un live, on démarrait, tu vois, le titre. Et puis on se plantait au bout de 10 secondes. Et poum, on arrêtait et on disait on reprend, quoi. Donc c'était vraiment un enregistrement studio, mais en public. Et je trouvais ça assez original aussi parce que je me disais, il y a des lives comme le MTV Unplugged. Il y a beaucoup de studios, tu vois, d'enregistrements studio, mais quelque chose qui est entre les deux comme ça. Alors ça, c'était ma question suivante en fait. Je voulais savoir si ça t'était venu de... Parce qu'il y a des albums qui ont été faits comme ça. Moi, j'en ai trouvé Rust Never Sleeps de Neil Young a été fait comme ça. Ouais.
Et My Iron Lung de Radiohead, ils ont fait la voix en studio, mais ils ont pris l'instru live qu'ils avaient fait en 1994 à Astoria, à Londres. En public ? Ouais. Et donc je me demandais si c'est de là que tu le tenais ou si c'est vraiment si c'est ton idée que tu as eue comme ça, toi, si ça vient pas d'une performance que tu as vue. Non, parce que ce qui se passe souvent, c'est que en studio, si tu veux, tu as deux façons de travailler. C'est soit tout le monde enregistre en même temps dans un studio, dans des box différents pour qu'il n'y ait pas la guitare qui rentre dans la voix, la batterie qui rentre dans le son de guitare et tout. Donc ça se fait. On enregistre ensemble, mais sur des pistes séparées qu'on peut ensuite retravailler et remonter. Ça se fait beaucoup. Mais là, ce dont on parle, c'est autre chose. Hein. C'est vraiment que on joue, on est tous sur une même scène, et donc tout le son passe dans la batterie, dans la guitare. Donc tu peux pas vraiment retravailler. Donc ça existe de faire ça la plupart du temps, ce qu'on appelle des prises live en studio, mais en effet en général on ne fait que l'instru et la voix est retravaillée parce que la voix après elle est faite en pistes séparées et on la retravaille, on la coupe dans tous les sens. Là nous on pouvait pas faire ça parce que ça s'entendait énormément en fait, vu que tout était en live, ça repissait dans tous les micros, on pouvait pas faire ça. Donc, mais en effet, je crois que tu as raison. Et en plus, je rajouterais l'album de Rage Against the Machine. J'ai perdu son nom, le premier. Et je crois qu'il l'a enregistré en live aussi, ce qui explique une énergie totalement démesurée qu'il y a dans ce titre. Donc ce serait une question, est-ce que pour toi, du coup, de le faire en live, de le faire devant des gens plutôt que juste en studio isolé, ça te permet de faire une meilleure performance ? À 100% pour moi, c'est pas vrai pour d'autres. Ouais. J'ai des collègues pour qui c'est l'inverse, mais à 100% pour moi, chanter quand il n'y a pas de public, c'est incompréhensible. J'ai mis énormément de temps à y arriver en fait. Donc en effet, pour moi, chanter en public, chanter sans public, c'est comme chanter devant un fantôme, tu vois. C'est la thématique d'habiter d'ailleurs, mais pour moi, c'est très complexe. J'ai appris avec le temps. Et en effet, avoir un public, c'est comme si tu parlais dans le vide, tu vois, et à une personne. C'est comme si moi, je faisais l'interview sans intervieweur. C'est très bizarre, quoi, tu vois. Donc, sans aucun doute. C'est beaucoup plus simple pour moi. Donc, du coup, dans cet album, vous le comprendrez quand vous l'écouterez, mais on observe que du coup, il n'y a pas les applaudissements du public, il n'y a aucune interférence du public, sauf dans un titre, Poussière. Alors moi, je voulais savoir pourquoi avoir laissé les applaudissements sur ce titre-là en particulier. En fait, dans tous les autres titres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retravaillé les titres. On les a remixés. On a parfois rajouté des guitares, on a rajouté des doubles voix. Donc, on a vraiment fait un travail de studio sur ces prises live qui, pour moi, c'était pas possible, si tu veux, de mettre les applaudissements parce que ça aurait été pas authentique. Oui. C'est-à-dire que on aurait retravaillé. Les applaudissements auraient applaudi une prestation qui n'était pas celle qu'on donnait sur le disque, puisqu'on avait retravaillé derrière. Donc pour moi, c'était impossible de mettre les applaudissements. Sauf sur Poussière, parce que Poussière a été enregistré dans un autre contexte. C'est un extrait en fait live d'une prestation en Ninkasi-Kao qui est sur YouTube de Ninkasi-Kao de Lyon. Vous tapez Ninkasi-Kao Théophile Hardy, vous trouverez Poussière, vous tomberez dessus et vous verrez cette prestation. Donc qui n'a pas été fait dans l'amphithéâtre dont je parlais dans ces 2 jours d'enregistrement, et pour la simple et bonne raison que dans toutes les prises qu'on avait, on n'a jamais retrouvé dans ces 2 jours-là de Poussière, on n'a jamais retrouvé l'âme qu'il y avait dans cette prestation live, avec tous les défauts qu'elle avait, dont je parlais au début. Elle a un peu moins d'ampleur, elle est moins arrangée, elle est un peu plus dure d'accès, mais en termes d'âme, elle était irremplaçable. Donc c'est pour ça, et là on pouvait garder les applaudissements parce qu'elle n'a pas du tout été remixée, on n'a pas rajouté de double voix, on n'a pas rajouté de guitare, elle est vraiment dans son état comme le public l'a entendu. Crevant de mordre à pleine dans le fruit de l'éphémère. Poussière, noyée dans l'univers. Mais poussière, noyée dans l'univers.
que ce soit dans cet album, dans les concerts ou même dans tes projets sur lesquels on reviendra, tu sors un petit peu des codes de l'industrie musicale. Je pense que c'est aussi un petit peu ton but. Déjà, il y a un truc qui te différencie et que moi j'ai beaucoup remarqué sur cet album, c'est que on observe que tu ne te concentres pas sur des singles de l'album. Le but, c'est que l'ensemble soit un album en fait, que les gens écoutent l'album et pas un ou deux titres. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est important, si jamais vous écoutez l'album, de l'écouter entièrement en fait, d'écouter les 11 titres, parce que je trouve vraiment qu'il y a une sorte de narration presque en fait. On parle de l'histoire d'un personnage. Est-ce que c'est de toi qu'on parle ? Est-ce que c'est une autobiographie cet album, ou est-ce que ça parle de quelqu'un que tu connais ou autre chose ? Alors, ce que tu dis, en fait, c'est ce qu'on appelle les albums concept, qu'ont beaucoup exploré des gens comme Pink Floyd. Donc, en fait, l'idée, c'est ça. C'est de faire comme une espèce d'histoire, en effet, de narration que tu racontes en chanson. Voilà, ce que moi, je fais maintenant. On va en parler. Voilà. Donc, mais c'était une des premières fois que je le faisais. Oui. Et en effet, c'est assez autobiographique quand même, mais c'est très inspiré voilà, de mon papa, quoi, qui, dans cette période-là, les années, je dirais, où j'ai écrit, c'est-à-dire entre 2000... dans les années début, les premiers 2000, quoi, jusqu'à 2006, ouais. A traversé voilà, des tempêtes très très dures de dépression, jusqu'à aller à se donner la mort, en fait, soyons directs. Et c'est vrai que les dernières années qui ont précédé sa mort, il était un peu comme une âme errante dans la maison où on était. Et ça parle quand même beaucoup de ça. Ça parle beaucoup de sa présence-absence dans ces années-là, quoi. Puis, je trouve que l'idée de narration, c'est aussi peut-être l'essence de ce que devrait être un album musical, en fait. Le but, c'est pas qu'on écoute 3 titres sur l'album. Je trouve que c'est beaucoup ça dans l'industrie musicale, et c'est pour ça que je dis que t'en sors un peu, parce que j'ai l'impression que les 11 titres de l'album, ils sont bons, en fait. J'ai le sentiment que le fait de faire une narration comme ça et de sortir un petit peu des codes de l'industrie musicale, ça te permet d'avoir une certaine liberté de composition et d'écriture. Est-ce que toi, tu le ressens comme ça ? Comme une liberté, en fait ? En fait, ce que tu décrivais avant, c'est un symptôme d'un mal qui est que les artistes qui sont dans une industrie, ils ont des moyens, c'est vrai, mais ils ont aussi des contraintes, beaucoup de contraintes. Des obligations, un peu. Ils ont des obligations et ils ont des contraintes. Ils ont des contraintes de délai, ils ont des contraintes de réussite, parce que ça coûte très très cher d'enregistrer un album. Du coup, il faut impérativement qu'il soit rentabilisé. Donc, c'est pour ça qu'ils vont devoir faire 2-3 singles extrêmement populaires, quitte à parfois un peu renier leur désir artistique. Alors que quand tu dans mon genre de beauté artistique, tu n'as aucune contrainte, en fait, à part, en effet, que tu as moins de moyens. Et ça, pour moi, c'est pas un problème, en fait, parce que je pense que de la contrainte naît la créativité. Donc je pense que le fait d'avoir des moyens... Alors ça peut être aussi vrai sur l'urgence et sur le fait qu'il faille être efficace, c'est ce que je disais juste avant. Mais souvent, ça crée beaucoup de stress et de pression. Oui, de pression. Alors que moi, j'ai des contraintes de budget, mais j'ai pas de pression. J'ai très peu de pression. J'ai une petite pression, mais j'ai peu de pression. Donc du coup, je pense que c'est très favorable à la créativité, et que moi je peux décider, je sais pas, de faire un album sur les chansons un album sur les villages de mon pays mornantais, et en cherchant d'autres sources d'inspiration. Demain je veux le faire, je le fais. Et je vais sortir un livre-disque dans un an sur cette thématique. Je vais faire un album sur la thématique du cancer, parce qu'une copine, on en parlera peut-être, a été touchée par ça. Et je vais écrire avec des collègues 8 chansons sur ce sujet. Demain, je décide de faire ça, je le fais. Introduction, j'ai résumé cet album comme un album à l'ambiance plutôt pesante, en fait. Je voulais savoir à quel moment on peut décider de partir sur ce genre de thème. Quel a été peut-être si tu te souviens, du premier titre que vous avez trouvé et qui permet de se lancer dans une thématique un peu sombre, une thématique
compliqué un petit peu. Le premier titre, c'est Habiter. Il y a un titre qui s'appelle Habiter et c'est le titre le plus, cinématographique quasiment, tu vois. Parce qu'en fait, ça parle de quelqu'un qui erre, qui est enfermé. Très imagé en Voilà, plus. qui est très beaucoup d'images, de métaphores. C'est quelqu'un qui erre dans une espèce de maison symbolique qui est à la fois une maison et un peu tu sais, son esprit. son esprit Ouais. où il est un peu enfermé comme ça dans cette espèce d'intérieur voilà. Et donc elle s'est appelée Habiter. Parce qu'il y avait quelque chose d'à la fois intense, comme on dit, tu sais, je suis habité par quelque chose de très, très puissant, et puis Tout à fait. l'âme errante, tu vois, qui habite, qui hante Ouais. un lieu ou une maison. Donc c'est parti là-dessus. Et j'aime bien quand il y a plusieurs degrés de lecture. Donc ça veut dire habiter, l'intensité avec laquelle, l'authenticité, ça veut dire l'âme errante, tu sais, qui est là. Ça veut aussi, sur la forme, habiter par le public qu'on a quand même enlevé, donc on sent sa présence, si tu veux, les applaudissements du public qu'on a enlevé, mais sa présence, elle habite le disque quand même, on sent, et donc cette présence fait que nous, on est plus intense dans notre interprétation. Tu vois, tous les musiciens avec qui je jouais, on était 4 sur scène, avec Guillaume Antonicelli à la basse, Frédéric Balzar à la guitare, Stéphane Defeo-Caron, qui sont vraiment de très beaux artistes, très talentueux. Plus les gens au son, plus les gens qui ont mixé, Jérôme Rio qui a mixé, enfin voilà, il y avait des gens de Jongy, donc on était une petite équipe quand même, pas mal, et tout ça habite le disque, tu vois. Donc c'est parti de là, et puis après, l'idée c'est que tu fais des chansons un peu comme ça à la volée, et après, souvent tu les réintègres dans l'histoire pour essayer d'avoir une cohérence, et après tu affines tout ça, et en général tu finis par écrire des chansons en fin de processus pour créer du lien et que ton histoire se tienne avec une introduction, un milieu, une fin. Donc c'est des allers-retours en fait. Cet album, il s'ouvre sur le titre Le Beans. Le lancement de cette ambiance pesante, avec des guitares au long écho, presque dissonantes à certains moments, le caron grave et des paroles présentant une société individualiste qui préfère se faire la guerre. Que représentent ces paroles pour toi aujourd'hui ? Est-ce que, d'après toi, c'est encore quelque chose d'actuel ? Est-ce qu'on peut le relier aujourd'hui à ce qui se passe dans le monde ? Bah oui. Parce qu'en soi, c'est pas si différent, ça n'a pas beaucoup changé. Ça n'a pas beaucoup changé, mais c'est vrai que intérieurement, par contre, moi, ça a changé pour moi. C'est-à-dire que c'était vraiment une époque où j'étais perdu, où vraiment j'hallucinais en fait sur le chaos ambiant. Je trouve qu'il est pas moins chaotique, si tu veux. Oui. Mais moi, j'y vois un cap. C'est-à-dire que moi j'ai une vision de là où ça pourrait aller, que j'ai traité que j'ai abordé dans mes nouveaux albums, que j'aborde maintenant beaucoup sur scène. Et je trouve que le vrai punk aujourd'hui, c'est la vraie révolution. C'est pas d'être destructeur, c'est d'être constructif. C'est pas nos futurs, c'est pas de futur, c'est nos futurs, NOS futurs. Ouais. Et maintenant, moi, je suis là-dedans. Et je trouve qu'en plus, à mon âge, on doit ça aux générations suivantes, comme la tienne, c'est-à-dire de leur laisser un héritage avec de l'espérance. Alors qu'à l'époque, j'étais très, très, très dans le chaos, quoi. Mais j'avais 18 ans de moins, donc... Ouais. On va pas faire le calcul, on va pas se lancer là-dedans. Non. Je veux pas dire. On retrouve ce thème, moi j'ai dit, de la critique d'une société plutôt individualiste, ou même de l'homme qui se croirait au-dessus de la nature dans 2 autres titres, notamment Poussière et Bedonnant Occident. C'est un sujet qu'on retrouve énormément dans tes projets d'aujourd'hui, comme L'âge du milieu, où donc ton dernier projet solo en date, ou même dans Faro avec Romain Lateltin par rapport à l'idée de terre-mer. Je voulais savoir pourquoi tu étais autant attaché à cette idée de terre-mer, ou même plus simplement d'écologie en général, du coup.
Bah, ma question, c'est comment on peut ne pas y être attaché en fait. Moi, c'est plutôt, je suis surpris de ça en fait, parce que je me dis, on est les fruits de la terre-mère, c'est notre maman à tous, on vient tous de là. Je me dis Et on finira tous et ici aussi. on y retournera tous, exactement. Donc j'ai du mal à presque interloquer par l'inverse quoi. C'est ce que je traite, c'est justement dans Poussière par exemple. Je suis surpris qu'on puisse penser qu'on soit déconnecté de cette nature ou supérieur à cette nature ou au-dessus de tout ça. En fait, c'est ça que je dis retomber sur terre dans Poussière, c'est ce qu'on est. Après, il y a une petite. Tu sais, on dit poussière, tu redeviendras poussière, c'est une thématique Oui. un peu religieuse. Mais pour moi, c'est une évidence. Après, c'est sûr que je crois que ça vient aussi du fait que on habite un peu plus dans le vert aujourd'hui et que à chaque fois que je vais faire un tour, moi je fais beaucoup de vélo dans le coin. En fait, tout se recale, tu sais, tout se réaligne. Donc, c'est comme, tu sais, c'est comme un diapason, tu vois. Tu le tapes et tu retrouves la note. Moi, quand je vais dans la nature, je ressens ça. Quand je mange des bons produits, je ressens ça. Je ressens que tout, justement, tu disais, ce chaos qu'on peut ressentir, qui est aussi dans la nature. Hein. Il y a dès que tu te connectes à la nature, il y a comme une évidence qui ressort et qui fait énormément de bien, en fait. Donc pour moi, c'est une évidence, c'est plus l'inverse qui me paraît surprenant, en fait. Un autre thème qu'on peut retrouver dans certains de tes titres, c'est notamment celui de l'amour. Et il n'en est pas moins lourd. On ressent, par exemple, un sentiment de désespoir, en fait, dans certains, dans notamment Le Cap, avant-dernier titre de l'album. On ressent avec une fin, notamment instrumentale, où c'est un peu le chaos, presque une apocalypse, en fait. Ça termine un peu là-dessus, et je trouvais ça assez original pour un titre qui parle au départ d'amour, de garder le cap, malgré tout ce qu'on peut entendre autour de nous, par rapport à l'amour qui meurt, etc. Quand on entend cette fin, on se demande évidemment comment vous avez fini par arriver là-dessus, sur une fin comme ça, instrumentale, presque apocalyptique en fait. Comment on peut trouver cette idée-là dans sa tête ? Alors, j'essaie de me rappeler, hein, parce que c'est quand même vieux. Mais je parle de cet instru, mais ça peut être sur toutes les autres en fait, ouais. parce que ça se ouais. retrouve. Mais sur cette chanson, je crois que je venais de rencontrer l'amour de ma vie. Il n'y a pas longtemps en tout cas. Et mon entourage, j'étais un éternel célibataire, et mon entourage me renvoyait quelque chose d'assez négatif, quoi. Comme si fallait que je sois prudent. Et moi, je sentais pas ça en fait. Je sentais que je pouvais tracer, tu vois. Voilà. Et en fait, la symbolique, c'était ça en fait. C'était d'être face au monde, tu vois, au monde, aux gens, aux doutes, au fait que plein de gens disent l'amour éternel ça n'existe pas, l'amour d'une vie c'est n'importe quoi, qu'on n'a qu'une vie, du coup il faut tout tester. Il faut naviguer. Ouais, faut piocher, pêcher, tu vois, la canne de partout, la canne à pêche. Ouais. Et moi, mais pas du tout quoi. Je ressentais tout et je ressens toujours tout sauf ça. J'irai même plus loin, je dis que c'est justement parce qu'on n'a qu'une vie que c'est magnifique de la donner à une seule personne. C'est l'intensité la plus totale, si tu veux. Et déjà, dans Garder le cap, pour moi, il y avait ça. C'est quelque chose que j'explore aussi vachement. Je trouve que cette sensation d'avoir qu'une vie, elle habite tes choix, en fait. Et moi, pour moi, c'est pas je consomme, c'est pas je pense à moi, à mon super plaisir ultra personnel, immédiat. C'est plutôt je partage, j'explore. Et je me dis, l'amour, c'est comme un continent qu'on peut explorer. Le cap. Voilà, un cap, continent qu'on peut explorer toute une vie avec une personne et la découvrir quasiment tous les jours. Alors que si tu butines, finalement, tu passes ta vie à rester en surface, tu vois.
Donc ça disait ça, et puis c'est vrai que on trouvait ça, plutôt que d'avoir une happy end, tu vois, dans ce titre, Oui, de finir dans la tourmente comme ça, avec une espèce de volonté de garder le cap, de garder le cap de l'amour, et d'être chahuté par les éléments. On trouvait ça vrai, authentique. C'était ça qu'on racontait, quoi. Donc ça marchait. Et là, toute l'équipe des musiciens, ils se sont fait plaisir à mort Oui. en créant le chaos à fond. Et puis moi, je chante comme si j'étais voilà, en train de me noyer, mais quand même, tu vois, je garde oui, le je truc. comprends. Et ça, c'est vraiment un truc de groupe, tu vois, ce qui s'est passé ce jour-là. Enfin, sur ce titre, en tout. Sur tout l'album, mais beaucoup sur ce titre. Pourquoi écrire sur l'amour en fait? Parce que c'est un thème qui pour le coup revient beaucoup. C'est beaucoup de monde écrit dessus, mais pourquoi est-ce qu'il y a une volonté d'écrire là-dessus? Moi, ce que j'y vois, c'est une volonté plutôt poétique en fait, d'écrire sur ce sujet, mais parce que c'est comme ça qu'écrivaient les poètes, certains poètes au Moyen Âge, etc. Est-ce que pourquoi toi tu ressens ce besoin d'écrire là-dessus aussi? Ça t'inspire? Je pense que c'est intense, quoi. C'est juste que c'est intense, c'est une émotion très intense qui te donne envie de te plonger dedans et d'explorer ce que ça te fait, en fait, tu vois. Mais au même titre que, je sais pas, la peine, la colère, la rage, la révolte, la résignation, la joie. Tu vois, l'amour, c'est vraiment un truc c'est une flamme, quoi. Ça te réchauffe, ça te brûle, donc en fait, t'as envie de t'y plonger tout le temps pour explorer ce que ça te fait, ce que tu ressens, et c'est quasi infini, en fait, parce que c'est jamais la même chose. Donc je pense que c'est juste l'intensité. Et t'es sûr que c'est authentique. Il me semble, en tout cas pour moi, hein. Après, tu sais, il y en a qui peuvent utiliser l'amour un peu comme un ressort facile. Mais moi, je suis un peu pudique, quoi. Donc quand j'y vais, c'est vraiment que je suis sûr que ce que je dis, c'est vrai. C'est pas du cinoche, quoi. Tout au long de l'album, donc, on nous présente un personnage plutôt en marge de la société. Il se passe beaucoup de choses dans sa tête qu'il essaie de contenir, notamment dans le titre « Aidez-moi ». Donc, dans ce titre, on parle de quelqu'un qui est privé notamment de sensations humaines. C'est comme ça que le titre se termine. De qui est-ce que tu parles dans cette chanson? Est-ce que tu parles de ton père, du coup? Alors, je parlais pas vraiment de mon... Je parlais un peu de mon père, mais mon père, il était ingénieur, Ouais. mécanique, quoi. Oui. Et il avait énormément de copains ingénieurs. Et en fait, on les voyait toujours débarquer à la maison. Et j'étais fasciné par leur intelligence et leur incapacité humaine. C'est une autre époque encore. Hein. Oui, Je te oui, parle d'il y a... Là, c'est même pas... Ma génération, c'est celle donc d'encore avant. Ouais. Et donc, c'était vraiment des ingés super techniques. Tu sais, et puis, dès qu'il s'agissait de dire bonjour, ils étaient un peu perdus, quoi. Et je trouvais ça assez incroyable. Et là, typiquement, ça avait envie de te plonger là-dedans pour essayer de comprendre. Et je pense que mon père avait du mal, justement, avec ses émotions, avec ses ressentis. C'était quelqu'un d'assez impulsif, d'assez colérique. Donc je pense qu'il avait beaucoup d'émotions, mais il avait un mal fou à les exprimer, à les canaliser. Et je trouvais ça intéressant de faire cette chanson parce que j'avais l'impression que s'il avait pu se plonger dans ses émotions au travers, je sais pas, d'un art, je sais pas, de la cuisine ou de n'importe quoi, s'il avait pu, tu vois, les exprimer et les canaliser, peut-être qu'il aurait été mieux. Donc je me suis dit, je vais aller là-dedans comme une espèce d'exploration pour trouver les clés, en fait, de comment relier ton bulbe et ton cœur, quoi. Ton cerveau et ton cœur. Puis évidemment, on peut passer sur ce qui semble être... Moi, je l'ai appelé le climax de l'album. Parce que pour moi, donc c'est le titre Habité. C'est le 5e titre de l'album. Il nous offre un aperçu lucide d'un personnage en proie à des ombres, qui est donc hanté, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a un petit peu parlé de ce titre déjà. Je parle de climax parce que j'ai l'impression que ce titre, il amène une rupture dans l'album en fait.
Le début est très sombre. On a le sentiment que le personnage s'ouvre peu à peu. Et ça termine sur une petite guitare un peu... Enfin, sur une instrumentale à la fin un peu plus claire. Donc on pourrait se faire l'image de lumière en fait, de la porte qui s'ouvre. Donc c'est les paroles, hein. La petite porte de derrière qui est ouverte avec les lumières. Et on a l'impression que le personnage arrive à s'en sortir. Ça m'amène à une question en rapport avec aujourd'hui. Tu fais aujourd'hui partie de la compagnie des histoires en musique. Est-ce qu'on peut dire que le titre et même l'album entrent parfaitement dans ce thème des histoires en musique? Oui, bien sûr, bah oui, bien sûr. Oui, c'est ce qu'on disait sur l'aspect album concept. Bien sûr, c'était un essai, si tu veux, pour aller vers ça. En fait, si tu veux, ce qui est très important, c'est pour ça qu'on fait, quand tu racontes une histoire, tu peux te permettre, comme en live, en fait, sur un album, tu peux te permettre, si tu veux, d'intéresser les gens par autre chose que 3 minutes balancées dans un réseau de streaming ou sur une radio. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ce qu'ont compris les gens qui font des histoires pour enfants, par exemple. Ce qu'ont compris les gens qui font de la danse ou du théâtre. Ils savent que ce qu'ils vont te vendre, c'est pas 3 minutes, ils vont te vendre une histoire qu'ils vont développer sur le temps d'un disque ou le temps d'un spectacle. Une prestation. Voilà, du temps d'une prestation. Mais du coup, ce qui veut dire que la star, c'est pas l'artiste, c'est pas l'interprète. La star, c'est l'histoire qu'on raconte. Tu comprends? Et le problème qu'on a eu dans l'industrie du disque, c'est que pour moi, on a inversé les choses. C'est-à-dire qu'on a fait des interprètes les stars absolues du truc. Alors qu'en fait, ce qui pour moi est vrai, pour moi je trouve, hein, artistiquement, c'est l'œuvre artistique. C'est ça qui dure pour moi. Et c'est ça qui intéresse en fait réellement. C'est qu'est-ce qu'on raconte, si tu veux. Après, la personne qui le raconte, je trouve ça un peu pervers parce que souvent il y a une notion d'identification à quelque chose, à une gloire, à quelque chose qu'on aimerait éventuellement être. Alors que quand on raconte une histoire, cette histoire a quelque chose d'assez universel. Je trouve ça assez sain en fait, tu vois. Et là, j'explorais déjà ça. Et maintenant, on ne fait que ça maintenant dans la compagnie. En fait, comme une compagnie de théâtre. Et du coup, ce qui est très intéressant, je te donne un exemple simple. Tu vas dans un centre culturel, ok? Un centre culturel ou une salle. Tu regardes un programme. Et puis, tu regardes un artiste qui n'est pas forcément ultra médiatisé. Tu dis, voilà, Tartampion, chanson française, joue telle date, à telle heure, à Jean Carmet, à Mornan. Tu n'as personne qui vient là. Par contre, si tu dis... Orage de vivre, comment une personne qui a été atteinte d'une maladie a, dans l'orage, réussi à trouver la lumière. Tu racontes une histoire, tu mets une très très belle photo, un titre super puissant. Un peu impersonnel. Moins personnel, moins parler sur une personne qui n'est pas connue parce que tu ne connais pas cette personne. Si tu mets en valeur l'histoire, eh ben les gens viendront. Tu comprends? C'est ce que font les théâtres. C'est ce que font les compagnies de danse aussi, tu vois. Voilà, donc c'est quelque chose qui est ancré, mais que l'industrie du disque a un peu dévoyé, tu vois, en mettant les artistes en avant, énormément en avant, trop pour moi, trop en avant. D'où est-ce que tu tiens cet amour pour le fait de raconter des histoires? Parce qu'aujourd'hui, alors on va parler de tes projets après, mais Loupapapou, L'Orage de vivre, c'est certains de tes projets qui sont vraiment des histoires. D'où est-ce que toi tu tiens ça et quel plaisir t'y prends en fait à faire ça? C'est une bonne question. Je sais pas. Je sais pas. Non, je sais. Alors, je dirais que ça s'est renforcé quand j'ai eu mon petit dernier, parce que on a beaucoup raconté d'histoires, mais c'était une opportunité, parce que c'est Loupapapou, donc qui est un conte en chanson, donc une histoire qu'on raconte entrecoupée de chansons, qui est plutôt pour les enfants. Nous, on dit c'est pour les enfants de 1 à 100 ans.
mais parce qu'il y a plusieurs degrés de lecture. Voilà, c'est né parce que il y a eu des propositions et puis que Jim était petit, donc ça collait, si tu veux, en termes de timing. Mais c'est vrai que là, quand tu as des tout petits, tu leur racontes des histoires et tu vois à quel point ça les intéresse. Donc ça a joué. Mais moi, je pense que ça vient quand même du live. C'est-à-dire l'idée que quand quelqu'un arrive à un spectacle et qu'il ne te connaît pas, en fait, si tu lui balances une suite de chansons sans queue ni tête, c'est très complexe. Alors que si tu lui racontes une histoire, moi j'ai même vu des gens qui racontent des histoires sans chanter rien, juste comme ça, quoi. Oui. Et qui tiennent en haleine des centaines de personnes, alors qu'il n'y a pas de musique, pas d'instrument, pas de mélodie, pas de voix. Donc je me dis, si tu as des mélodies, des harmonies, des guitares, je sais pas, du beatbox, que tu as une jolie voix, qu'en plus tu racontes une histoire, les gens ils sont accrochés, quoi. Avec aucun artifice. Pas de feu d'artifice, pas d'écran géant, il n'y a pas besoin. Pour finir sur l'album, on arrive sur le dernier titre, Mon bouquet final. Une fin spirituelle où le personnage semble être en paix avec lui-même dans la mort. Mais il vaut mieux que ce soit qu'il meure en paix qu'autre chose, quoi. Donc Qu'il vive en guerre. c'est 27 vers, 7 minutes 57 de titre, et à mes yeux, une envie à chaque fois de le remettre en boucle, en fait. Moi, j'adore ce titre personnellement, c'est peut-être mon préféré de l'album, ce qui enlève rien aux autres, mais c'est purement subjectif d'ailleurs. Qu'est-ce que tu souhaitais véhiculer à travers ce titre ? Qu'est-ce qu'il représente peut-être pour toi aujourd'hui ? Déjà, c'est un titre, avec Poussière, c'est le titre que moi je n'ai pas composé, que tu préfères, bravo, qui a été composé par Frédéric Balzarin, qui est le guitariste qui joue sur Habité. Et pour moi, à la base, j'avais envie de faire un cadeau à Frédéric Balzarin. Oui, une forme de cadeau. C'est-à-dire que je voulais lui dire, voilà, je suis heureux de jouer avec toi. Et j'aimerais que... D'abord, j'adorais... il avait une suite d'accords, si tu veux, que je trouvais magnifique. Et je me disais, voilà, j'aimerais beaucoup qu'il y ait un de tes titres sur l'album. C'est parti de là, quand même. Et après... Donc, partant de ça, après, je me suis dit comment l'intégrer, si tu veux, dans l'histoire. Tu vois, là, c'est l'inverse. Tu pars de l'histoire et t'intègres un titre dedans. Et c'est le seul qui n'est pas joué live. Hein. Il n'est pas joué dans la logique. Il est vraiment. Ça, je savais pas. C'est un vrai logique de studio où on empile les guitares et tout. Oui, bah, c'est logique. Ouais. Mais en live, il le faisait avec un looper, un Jaman où il empilait les guitares. Et l'idée, c'est habiter. Donc, en effet, tu passes de l'autre côté. Et c'est la lumière au bout du couloir, c'est la vie éternelle. Et l'idée que ce titre ne s'arrête pas, en fait. Dure, finissent en fade comme ça, le son les guitares s'ajoutent en couches. Et après, elles s'enlèvent petit à petit jusqu'à s'évanouir un petit peu comme ça dans le son, dans nos oreilles, disparaître. C'était rigolo de faire un titre qui incarne cette vie éternelle et peut-être la renaissance. Parce qu'il est un petit peu, je trouve, pas contradictoire, mais on sent que les autres titres, il y a une forme un petit peu en effet de chaos, c'est sombre. Et celui-là, il est vraiment, c'est le seul titre qui paraît vraiment juste apaisant en fait. Je trouve que pour terminer, c'était vraiment un bon titre pour finir. Et j'en profite pour dire que je suis persuadé que quand les titres faits à plusieurs, en coopération, tu vois là, c'est moi qui fais le texte et Balzarin qui a écrit, sont meilleurs. Je crois en l'intelligence collective, je crois à la co-création. Je pense que c'est toujours meilleur quand on a plusieurs cerveaux, plusieurs cœurs, plusieurs talents, que quand on est seul. Donc ça, c'est un truc que je prône énormément et que je vis dans tous les nouveaux projets à fond. Ça en est l'exemple. On a fait un peu le tour de l'album. Je le rappelle donc, Habité sortira le 18 octobre prochain sur les différentes plateformes. Donc je pense qu'au moment où sortira la vidéo, ce sera le jour même. Pour terminer,
Théophile Hardy, c'est donc de nombreux projets en ce moment. Loupapapoul, les siestes musicales, Faro avec Romain Lateltin. C'est aussi votre tout dernier projet avec Romain Lateltin et Péroline Drevon, Orage de vivre. Je me permets une petite digression pour te demander peut-être de nous expliquer ce qu'est Orage de vivre exactement, quel est le concept, nous expliquer, voilà, fais ta pub en fait. Vas-y. Messieurs, dames, Orage de vivre, c'est une nouvelle histoire en musique de la compagnie des histoires en musique. Pour faire simple, on a une amie artiste qui est comédienne, improvisatrice, qui est venue nous voir il y a 2 ans, avec qui on travaillait déjà un peu. Et il y a 2 ans, elle est venue nous voir à la fin d'un concert en disant « Les gars, je viens d'apprendre que j'étais diagnostiqué d'un cancer du sein. » Et nous, tout de suite, je lui ai dit « Écoute, tu sais pas comment réagir, justement, c'est une des thématiques de ce spectacle. » Je lui ai dit « Écoute, tu vas en faire ce que tu sais faire, tu vas en faire de l'art. » Je lui ai dit ça comme ça, spontanément, en disant c'est ce qui pourrait peut-être l'aider. Derrière ça, 2 mois après, on lui a dit écoute, si tu veux, on essaye d'écrire des chansons. Elle a dit, elle était ravie. On a senti que ça lui faisait déjà du bien. L'idée même pendant ce processus de soins très lourd, d'écrire des chansons. On a écrit donc ensemble des chansons dès qu'elle avait un peu d'énergie, tu vois, elle venait entre... Elle était pas encore guérie à ce moment-là, si? Non, on venait de lui annoncer le cancer, Okay. Et 2 mois après, elle a commencé à venir. Et dès qu'elle était en forme, entre 2 séances de chimio, comme on dit, elle venait, on travaillait 1 heure ou 2, elle nous disait les thématiques qu'elle voulait aborder, et puis on écrivait. Et 2 ans après, on se retrouve sur scène, on a 30 dates de concert, beaucoup dans la région, mais on commence à aller un petit peu partout. Un livre-disque qu'on a édité qui est magnifique. Des gens debout à la fin de... Je te promets... Hier notamment. Il y avait un on a concert joué hier, soir on a eu une ovation debout, on dit, parce qu'on est français. Mais en gros, on l'a joué peut-être 10-15 fois, et on a un accueil... Évidemment, la thématique est très puissante, mais c'est un spectacle qui est très lumineux, qui a beaucoup de profondeur, mais aussi de légèreté, et qui est très utile pour la prévention, pour traverser ce qu'elle dit. En fait, c'est comment j'ai appris à chanter sous la pluie. C'est-à-dire que l'orage est arrivé, cette maladie, et en fait, elle n'a pas attendu qu'il passe. Elle a essayé de trouver la lumière dans la tempête, et trouver les choses les plus positives qui l'aidaient. Elle a vécu des choses qu'on raconte. Elle témoigne en mode théâtral. Oui, c'est un témoignage. C'est un témoignage, mais très théâtral, avec des vraies scènes jouées. C'est une comédienne. Et on illustre en chanson. Et nous, on joue un peu aussi. On fait un peu d'interventions théâtrales aussi, qui sont sympas. Et c'est magnifique. Voilà, moi, je suis très heureux parce que c'est un spectacle multidisciplinaire qui a beaucoup d'utilité. C'est ce que nous renvoient les gens. Le livre, pareil. Et moi, mon cap, c'est l'accomplissement artistique. C'est pas la notoriété. Il faut du public pour remplir les salles et vendre des livres-disques. Mais c'est notre cas. Donc moi, je suis intermittent depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Donc c'est mon métier. Donc c'est le cas. C'est fragile, mais c'est le cas. Mais moi, mon cap, c'est l'accomplissement artistique. Est-ce que j'ai l'impression, ça rejoint ce qu'on disait un petit peu, tu sais, quand tu as des contraintes à haut niveau, oui. Est-ce que je suis extrêmement nourri et satisfait de ce que j'accomplis artistiquement? Voilà. Et j'ai jamais été aussi heureux et accompli artistiquement qu'en ce moment. Théophile Hardy, c'est aussi ton podcast, Chanteur durable, que vous pouvez évidemment retrouver dès maintenant sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, etc. Cet album a 18 ans, tu es intermittent depuis 10 ans maintenant, donc ça fait quand même un petit temps de carrière déjà. Est-ce que tu pourrais me définir ce que veut dire chanteur durable selon toi? Chanteur durable, ça veut dire chanteur qui dure, donc longtemps. Donc ça veut dire et la question, c'est aussi durable, développement durable, relation à l'écologie. Et le lien, c'est ce qu'on appelle la permaculture, c'est-à-dire la culture du durable, la culture du relativement permanent. Rien n'est éternel, mais on peut imaginer que, en tout cas, c'est l'inverse du jetable ou de l'éphémère, si tu veux.
Donc c'est un cap. En fait, pour moi, c'est comme un mantra, tu vois, chanteur durable. C'est quelque chose que je me répète, inspiré par la permaculture, qui est une philosophie de la permanence, d'essayer de durer, tu vois. Donc ça passe par avoir une biodiversité des sources d'inspiration, une biodiversité des disciplines, d'avoir, tu vois, vraiment varier les expériences, les disciplines, pour pas s'enfermer dans un truc qui est répétitif, une biodiversité des publics et des programmateurs, c'est-à-dire ne pas être dépendant, tu vois, d'un seul média, par exemple, qui va avoir droit de vie ou de mort sur toi, ou d'un type de public qui va t'enfermer dans un style. Donc la permaculture, c'est ça. En agriculture ou en musique, en chanson, ça s'applique. Et c'est le cap que moi j'essaie d'expérimenter. Et dans le podcast Chanteur Durable, je parle de ça, de cette permaculture avec des chanteurs, mais aussi avec des agriculteurs, avec des gens, je sais pas, qui font des vélos cargo, comment ils voient leur truc, tu vois. Et ça me permet aussi de m'aligner en rencontrant ces gens-là et en m'inspirant d'eux, et parfois aussi en les inspirant, en échangeant, quoi. Merci Théophile Hardy pour cette interview. Ça a été un vrai plaisir. Pour rappel, l'album Habiter sortira le 18 octobre prochain sur les plateformes de streaming, donc je vous invite vraiment à aller le streamer à fond. Mais voilà, c'était un vrai plaisir pour moi en tout cas de t'accueillir et de faire cette interview. C'est pas mon domaine de prédilection. Oui, mais c'est ta passion. Parce que c'est ton autre passion, parce que je sais que tu écoutes énormément de musique, et donc on peut avoir plusieurs passions, et donc la musique c'est ton truc aussi. C'est un truc qui me plaît. J'ai pas l'habitude d'en parler vraiment, mais c'est un truc qui me plaît beaucoup, c'est vrai. Je voulais te laisser le dernier mot, tout simplement, de cette interview. Eh ben écoute, merci, parce que t'as redonné vie à cet album en faisant cette interview. Ça va coller avec la sortie du streaming, en streaming, qui va aussi lui redonner une vie. Je pense que je vais aussi diffuser du coup les autres albums qui n'étaient pas encore sur les plateformes, même si déjà il y a Habiter, Habiter, L'Âge du Milieu, Loupapapou, les derniers en fait sont déjà sur les plateformes. Donc tu m'as insufflé la vie sur ces albums, et je t'en suis très reconnaissant. Tu as réinsufflé la vie dans ces albums. Je te reconnaissant. C'est un retour d'appareil peut-être.